Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette bâtisse? Je me suis peut-être trompé. Ouais, Julien. Ah, le voilà, Julien. Bonjour, Julien. Salut Alain. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bienvenue. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est ça? On est chez Nutri7. On n'est pas à l'usine, on est à quelques kilomètres. On est à côté de la maison familiale où tout a commencé en 1986. Donc c'est toute l'histoire de Nutri7 ici, hein? Exactement. Résumé dans ce bâtiment. Et aujourd'hui, ça nous sert aussi de maison d'hôtes où on accueille en fait nos invités, principalement ceux qui viennent de l'étranger. Ah bah c'est joli ça. Julien, dis-moi, tu es en charge du réseau Plumpyfield. Exactement. C'est quoi ce mot, Plumpyfield? Plumpyfield, donc ça a été en 2005 que ça a été créé. Et donc le mot Plumpyfield, Plumpy ça veut dire bouffi et field pour le terrain. Ok, très bien. Ce que j'ai bien compris, c'est que Nutri7 évolue dans un environnement très incertain. Ok, il est volatile, il est complexe, il est ambigu. Exactement. Et toi, dans cette organisation, comment tu arrives à permettre à Nutri7 de remplir son rôle, rester dans l'innovation, avoir de l'impact mondial? Comment tu y arrives? Eh ben en fait, moi je travaille chez Nutri7 Développement, qui est une des entités du groupe Nutri7 et qui donc accompagne 9 usines existantes aujourd'hui dans 9 pays différents. C'est le réseau Plumpyfield. Tout à fait. Et donc notre travail, c'est au départ de mettre en place l'usine, de former les équipes sur place et ensuite l'accompagnement continu à divers niveaux, en qualité, en process, en maintenance, en R&D qui est centralisé ici. D'accord. Nutri7, c'est combien, enfin, en termes vous nourrissez combien de personnes dans le monde aujourd'hui? Alors tout Plumpyfield aujourd'hui, en 2024, donc c'est récent, hein, c'est plus de 8 millions de bénéficiaires, donc des enfants, des femmes enceintes, allaitantes, voilà, à travers nos produits qui sont vendus dans plus de 100 pays. Donc finalement, c'est un business comme tous les autres, c'est-à-dire que vous essayez de vous étendre dans le monde et puis de nourrir un maximum de personnes. Alors, c'est une industrie, donc c'est ça de classique. En revanche, c'est un peu particulier parce que c'est beaucoup orienté en fonction de notre mandat. Et notre mandat, c'est de lutter contre la malnutrition. Très bien. Mais au-delà du mandat, il y a une efficience, une efficacité qu'il faut avoir. Oui, tout à fait. On délivre des services, on accompagne des entrepreneurs locaux qui ont un niveau d'exigence important. Et donc, du coup, on a cette exigence et cette efficience recherchée. Oui. Donc, ce que j'ai compris, vous mettez en place des usines, des outils de production. C'est combien de temps pour mettre un outil de production en place? Ça doit dépendre aussi des lieux, des endroits qui sont plus ou moins accessibles. Il y a un standard et ensuite il y a toute effectivement l'adaptation au contexte, à la taille d'usine souhaitée. Mais c'est minimum 14 mois et encore 14 mois, c'est vraiment... Et c'est un chiffre qui s'améliore au fil du temps. Est-ce que vous avez, Nutri7 a cette volonté de s'améliorer et de devenir... Alors c'est pas forcément très compressible le temps de mise en place. En revanche, nous on a une expertise qui évolue, qui en fonction de notre expérience continue de se développer. Oui. D'accord, donc vous avez plusieurs usines, 9 usines exactement, dans 9 pays. Et quel est le niveau d'appartenance à Nutri7? Ça évolue, ça varie d'un pays à l'autre? Tout à fait, en fait le groupe Nutri7 est à la fois donc, fournisseur de services accompagnant ce réseau, mais aussi actionnaire chez certains des membres Plumpyfield. Très bien. Voilà. Mais c'est très variable, ça va de 0 à 100%. C'est comme une franchise en fait? Alors c'est géré comme une franchise effectivement, le lien qu'on a aux membres Plumpyfield c'est sous forme de franchise. Mais voilà, d'un pays à un autre on va aussi avoir cet aspect actionnarial qui va être. Et le modèle d'affaires, je veux dire, comment, dans la franchise, comment ça se passe? Alors, il y a la mise en place de l'usine, donc qui est facturée. Et ensuite, on va avoir un lien qui est une rémunération indexée sur les ventes des membres Plumpyfield. Ok. Donc, dans les usines, vous devez maintenir un certain niveau de qualité. C'est-à-dire que dans les usines que vous avez au bout du monde, vous avez exactement le même niveau de qualité qu'ici en France, c'est bien ça? Exactement, exactement. Les 9 usines répondent au même cahier des charges des clients. D'accord. Que ce soit fabriqué en Éthiopie, à Madagascar. Un grand niveau d'exigence quand même. Hein. Tout à fait, on est proche de la pharmaceutique. D'accord. Et donc du coup, on a des exigences très élevées. On a des choses standardisées, communes à l'ensemble du réseau Plumpyfield, de par ce cahier des charges. Mais à chaque fois, il y a des nuances, des contextes différents, des équipes différentes avec des expertises différentes sur place. Mais qu'est-ce qui te permet, toi, de maintenir, d'arriver à garantir ce niveau-là, ne serait-ce qu'en termes de solutions de technologie? Alors, on a des systèmes de management de la qualité qui sont mis en place au moment de l'usine, qui sont avec une base commune. Et ensuite, on va avoir chaque usine avec un ERP. Donc un logiciel qui leur permet... C'est le même ERP ici Pas toujours, non. Pas toujours, mais en revanche, il y a beaucoup de données qui sont communes. Qui sont partagées entre les Tout à fait. sites. Ouais, sur une base mensuelle, nous, on a les informations qui nous remontent de chacune des usines, qui nous permettent de piloter, nous aussi, l'accompagnement que l'on va mettre à disposition. D'accord. Ce qui serait intéressant aussi, c'est, je pense aux gens qui nous regardent, là, c'est
voir un peu le côté approche standardisée que vous avez dans la mise en place des usines. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, tout à fait. La mise en place d'une usine, c'est abordé sous forme de gestion de projet, avec une équipe pluridisciplinaire qui a cette expérience dans les autres usines, donc qui arrive déjà avec un certain nombre d'outils, de supports disponibles. Et ensuite, on s'adapte. On va s'adapter. Donc il y a une base solide qui est le même cahier des charges à la fin pour les produits. Mais ensuite, on va s'adapter aux matières premières disponibles localement. D'accord, vous allez sourcer au maximum localement? Tout à fait. C'est une des raisons d'être de la production locale, c'est d'utiliser des matières premières locales. Et puis vous avez des experts aussi qui vont aller sur place, regarder, les ingénieurs process. Exactement. Donc il y a les ingénieurs procédés, il y a les ingénieurs qualité, on va avoir des experts en sourcing de matières premières. On va avoir en R&D, bien sûr, la formulation du produit va dépendre de ces matières premières disponibles localement. Voilà, il y a beaucoup d'expertises différentes. Finalement, pour moi qui étais dans l'automobile, c'est comme dans l'automobile. C'est-à-dire que localement, on essaie de s'implanter, on essaie de prendre ce qui peut être sourcé localement. Je suppose qu'on essaie aussi d'avoir un niveau d'automatisation qui est adapté à l'environnement local. Exactement, et c'est vraiment dépendant, encore une fois, des équipes existantes. Si on a un partenaire qui est déjà un industriel, on ne va pas avoir les mêmes besoins d'accompagnement que si c'est un nouvel entrant. Pour ajuster en fait. Exactement. Finalement, pour les PME en France, qu'est-ce que tu peux suggérer comme conseil pour une expansion, par exemple, à l'étranger? Qu'est-ce que tu as appris? En ce qui me concerne, c'est vraiment la notion de partenariat. C'est prendre le temps d'identifier le partenaire à l'étranger avec lequel on va travailler, de l'identifier et de construire la relation, parce que tous les aspects techniques, les aspects financiers vont venir, mais seront pérennes que si on a un partenariat fort. Le cœur, c'est le partenariat, en fait. Et comment tu arrives à identifier un bon partenaire, du coup? C'est une question de mandat, déjà. C'est-à-dire qu'un partenaire qui ne partagerait pas les mêmes objectifs, on va dire, macro avec l'entreprise, ça ne fonctionnera pas dans la durée. Donc voilà, il y a vraiment cette notion plus partenariale au sens des valeurs, je ne sais pas si on peut parler de valeurs, mais de mandat. Donc ça, oui, et aussi, il faut aussi quelque part son niveau technique, son niveau de culture industrielle que devait après adapter en fonction de... Mais c'est plus facile de nous adapter à un niveau de maturité industrielle entrepreneuriale différent que de s'adapter à des souhaits de mandat et d'objectifs. Donc le mandat, il est vraiment central, et après l'aspect... on ajuste en fonction du niveau de la culture industrielle du partenaire, vient après, dans un second temps. Et une phase importante de ces partenariats, c'est l'étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité qui est initiale à la mise en place d'une usine, elle évalue beaucoup de choses. Et donc, au niveau de cette phase, on va vite identifier s'il y a des freins, des contraintes fortes, comment on peut les lever. Ok, très bien. Donc, Julien, je résume, tu as parlé de 9 usines. Tout à fait. Dans 9 pays différents. Tout à fait. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, tout à fait. En fait, c'est 9 usines. Certaines sont dans des pays destinés à l'export, donc la France, les États-Unis, l'Inde. Malgré le nombre d'enfants malnutris en Inde, c'est une usine qui est à destination de l'export. Et puis ce qu'on appelle des productions locales, donc en Afrique, que ce soit au Burkina Faso, en Éthiopie, à Madagascar, au Nigeria. Et puis il y a une usine un peu particulière dont je peux parler, c'est on est en train de reconstruire, on vient de terminer la reconstruction d'une usine en Égypte avec notre partenaire soudanais, puisque la guerre civile fait rage au Soudan, et notre usine a été détruite à Khartoum pendant la guerre. Et donc, c'est un plat d'intervenir dans ces conditions. Tout à fait, ça fait partie des spécificités de notre domaine, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans des environnements stables. Et là, c'est le meilleur exemple. On s'est levé un matin et en fait, on a appris que l'usine dans la nuit avait été détruite. Donc, mais c'est ce qui fait l'élan aussi derrière de reconstruire une usine en Égypte avec notre partenaire soudanais. D'autres cas un peu plus particuliers? Tout à fait. En Guinée, un exemple qui ne s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité. En Guinée-Conakry, on travaille souvent avec une prise d'initiative, soit d'un entrepreneur local, soit d'une volonté politique. D'accord. Et la situation politique a évolué peut-être? La situation politique a évolué depuis le départ de cette initiative, de cette aventure. Et ça ne s'est pas concrétisé en demande financée. Et donc, qui dit moins de demandes financées ou pas assez, on remet en question la viabilité de l'usine. Il faut absolument s'adapter. Et s'il y avait un chiffre qui résume un peu votre mission, ce serait quel chiffre? Je reviendrai sur ces 8 millions d'enfants et de femmes enceintes et allaitantes. C'est les bénéficiaires de nos produits.
On n'est pas des acteurs humanitaires, mais on est vraiment un maillon important de la chaîne. Et ça reste l'objectif de notre mandat, et là, ça reste de l'entreprise de façon générale. Ce n'est pas simplement un nombre de clients, même indirects, c'est vraiment pour nous l'objectif final. Vous avez cette mission qui est importante. Vous avez ce mandat dont tu parles, tout à fait. Mais aussi il faut rester industriel, il faut rester très efficace dans ce qu'on délivre. Exactement. C'est un bel impact mondial, Nutri-Sec. Mais tu dois prendre un coup de fil, c'est ça? Tu as un appel, c'est ça? Exactement. En plus, là, j'ai un appel tout de suite avec le Nigeria. Ok, bon, on se revoit alors. Avec plaisir. Salut Abdoul, comment vas-tu? Tout se passe bien pour vous là? Le déménagement de l'usine, ça se passe comment? Tu peux nous en dire un peu plus?